C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la dissolution du gouvernement à Madagascar, annonce du président Ange Rasuel ce soir. Une décision qui fait suite à des manifestations dans le pays qui, depuis jeudi, ont fait 22 morts. Les détails dans ce journal. Ces manifestations également au Maroc. Les forces de l'ordre ont empêché des jeunes de se rassembler après une vague de protestations ce week-end. Des dizaines de jeunes ont été interpellés dimanche. Ils réclamaient une réforme du système éducatif et du système de santé. Les détails à suivre. Et puis les championnats du monde de cyclisme sur route au Rwanda, ils se sont clôturés dimanche à Kigali. L'occasion pour nous de faire le bilan avec notre correspondante sur place dans quelques instants. Madagascar n'a plus de gouvernement. Le président Ange Rasuel l'a annoncé ce soir dans une allocution. Une décision qui fait suite à des manifestations qui ont fait 22 morts selon l'ONU depuis jeudi. Les protestataires qui manifestaient contre les délestages réclament désormais le départ du président Rebecca Martin. Les violences de ces 4 derniers jours ne les auront pas dissuadés. Ils étaient de nouveau des centaines dans les rues de la capitale Tananarive ce lundi, à manifester leur exaspération et à réclamer la démission du président Ange Rasuel. Le président ne fait que mentir. Il ne nous écoute pas. Tout ce que nous réclamons, c'est qu'il parte. On veut un changement. Des jeunes rassemblés sous la bannière de la Gen Z ou Génération Z, c'est-à-dire nés entre 1997 et 2012. Jeudi dernier, leur premier aliment avait pour but de dénoncer les coupures d'eau et d'électricité, mais a rapidement dégénéré en affrontements violents avec les forces de l'ordre et en pillage. Des violences orchestrées pour décrédibiliser le mouvement, selon la Gen Z. On était pacifiques, on chantait, on criait, on disait « donnez-nous nos droits de vivre vraiment ». Mais après, il y a certaines personnes qui en ont profité, il y en a d'autres qui ont été plutôt provoquants. Je dirais qu'eux, ils n'ont pas suivi notre directive de Gen Z. En dépit de richesses naturelles exceptionnelles, Madagascar est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Les 3/4 des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté. Au Maroc, où les manifestations sont pourtant rares, les jeunes sont descendus dans les rues de plusieurs villes du royaume ce week-end pour demander une réforme du système éducatif et de santé. Sophie Samaï. L'un après l'autre, ces jeunes Marocains sont arrêtés par les forces de l'ordre. Dans ce pays où les manifestations sont pourtant rares, plusieurs rassemblements se sont tenus ce week-end à Rabat, Marrakech ou Casablanca. Malgré leur action pacifiste, l'Association marocaine des droits humains a enregistré plus de 140 arrestations pour la seule journée de samedi et une centaine ce dimanche. Il y a eu une violence systématique contre un groupe de jeunes qui manifestaient pacifiquement. Cependant, la machine sécuritaire a répondu violemment et il y a eu de nombreuses arrestations. Nous avons dénoncé ces arrestations et estimé qu'il était inacceptable d'adopter une approche sécuritaire face aux revendications sociales d'un groupe de jeunes. Ce groupe de jeunes répond à l'appel lancé sur la plateforme Discord du collectif nommé Gen Z 2012, qui se présente comme un espace de discussion autour de questions comme la santé, l'éducation et la lutte contre la corruption, au moment où le Maroc semble concentrer ses efforts financiers sur l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Ce mouvement réclame notamment une réforme du système éducatif et une amélioration des services de santé publique, alors que 8 femmes enceintes sont mortes ces derniers jours dans un hôpital public d'Agadir, admises pour des césariennes selon les médias locaux. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé de 2023, le Maroc compte en moyenne moins de 8 professionnels de santé pour 10 000 habitants, alors qu'elle en recommande 25. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la date de l'élection présidentielle en Guinée. Le scrutin se tiendra le 28 décembre prochain. Une date fixée après la large victoire du oui la semaine dernière lors d'un référendum constitutionnel visant à mettre fin à la transition. Le procès de Moussa Mara au Mali. Le parquet a requis 24 mois de prison contre l'ancien Premier ministre. Il est accusé d'atteinte à la crédibilité de l'État et d'opposition à l'autorité légitime.
Enfin, l'immense incendie qui a ravagé un tiers du parc national d'Etosha en Namibie est désormais contenu. Déclaration du ministre de l'Environnement à la télévision publique. Cet incendie qui a détruit 775 000 hectares ce week-end menaçait les 114 espèces de mammifères, dont le rhinocéros noir, déjà en danger d'extinction. Le 8 septembre dernier, le Conseil constitutionnel ivoirien a proclamé une liste définitive de 5 candidats pour la présidentielle en Côte d'Ivoire le 25 octobre prochain. Cette liste a provoqué la colère et l'incompréhension chez de nombreux candidats recalés. Parmi eux, Pascal Affi-N'Guessan. Ce dernier a déposé une plainte contre X au tribunal de première instance d'Abidjan. Il conteste le rejet de sa candidature. Pour en parler avec nous, Ibrahim Koulibaly Kouibière, vous êtes président de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors je le disais, l'ancien Premier ministre et président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, conteste le document utilisé par le Conseil constitutionnel ayant conduit à l'invalidité de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre. Selon lui, le document utilisé ne serait pas celui transmis par le parti à la commission électorale indépendante. Qu'avez-vous à répondre à cela? Avez-vous transmis un autre document? Non, pas du tout. Je voudrais, dans un premier temps, dire que M. Affi-N'Guessan, quand il utilise les voies de droit, c'est à saluer. C'est comme ça qu'on souhaite que ça se fasse dans un État démocratique. Par contre, les décisions du Conseil constitutionnel, conformément à la loi, ne sont pas susceptibles de recours. Et celles-ci s'imposent à tous les citoyens, à toutes les autorités. Mais ceci étant dit, si M. Affi-N'Guessan a saisi les juridictions, parce qu'il considère que la commission électorale n'aurait pas transmis son dossier conformément à son vœu, écoutez, je pense que la justice va trancher. Nous aussi, nous allons justifier que tout le dossier a été transmis à la commission électorale, comme au Conseil constitutionnel, parce que la commission électorale indépendante n'a pas intérêt à garder par devers elle les dossiers d'un candidat. Donc la justice va trancher et on verra qui a raison. Alors justement, la commission électorale indépendante fait face à de nombreuses critiques de certains candidats qui estiment que les critères ne sont pas appliqués de la même façon pour tous. Qu'avez-vous également à répondre à cela? Bon, moi, tant que ce sont des propos, ce sont des vœux pieux, je ne saurais répondre à cela puisqu'on ne matérialise pas cela par un acte. Quel est l'acte que nous avons posé au détriment des uns et au profit des autres? Et cela me permettrait certainement de justifier, comme on appelle, ou de répondre à cette question. Mais toujours est-il qu'au niveau du parrainage, c'est une disposition qui est prévue par la loi. C'est une disposition qui est prévue par la loi. Les conditions sont déterminées par la loi et les représentants des candidats sont tous venus pour être formés. Je pense qu'il s'agit plus d'incompréhension ou de méconnaissance des dispositions légales en la matière que d'imputer un fait quelconque à qui que ce soit. Parce que quand un candidat dit qu'on n'a pas computé son parrainage à l'étranger, alors que l'étranger n'a pas vocation à donner de parrainage, je pense que c'est une méprise des dispositions légales. Quand ils disent, par exemple, qu'ils se sont fait parrainer par des citoyens qui étaient sur des anciennes listes, alors que la liste qui est en vigueur, c'est celle de 2024-2025, je crois que ce sont des méprises. Alors, est-ce que ces méprises doivent justifier des actions en justice ou des contestations? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et je ne crois pas. Alors justement, l'opposition annonce des manifestations le 4 octobre prochain, samedi prochain, et accuse la commission électorale indépendante d'être proche du pouvoir. Ne craignez-vous pas que la CEI soit tenue responsable de certaines tensions? Mais non, pas du tout, madame. Pas du tout. La commission électorale indépendante n'a jamais appelé à l'insurrection. La commission électorale indépendante fait son travail. Figurez-vous, madame, que la commission est là depuis 2001. Elle a été créée, elle a été mise en place depuis 2001. Et elle a toujours organisé les élections. Mais elle a été à l'origine, notamment lors de la crise post-électorale en 2011, elle a été aussi à l'origine des tensions. Non, elle n'est pas à l'origine. Ce sont les acteurs politiques, certains acteurs politiques qui prennent à partie la commission électorale indépendante.
Figurez-vous qu'en 2021, la Commission électorale indépendante a organisé les élections législatives, ça s'est bien passé. En 2023, elle a organisé les élections locales, ça s'est très bien passé. Et c'est sur la base de cette liste qui conteste aujourd'hui, qui a été certifiée par les Nations Unies en 2010. Et tous étaient tombés d'accord que cette liste était potable, était propre. Mais c'est cette liste aujourd'hui qu'ils contestent. Vous voyez? Donc c'est toujours eux qui contestent, les organes sont toujours à leur place. C'est selon le positionnement. Et en 2010, eux tous ont considéré que la liste électorale était bien. En 2015, le PDCI et le RHDP faisant alliance ont considéré que la liste électorale était bien. Mais dès lors que le PDCI est sorti de son alliance avec le RHDP, automatiquement la liste est devenue mauvaise. Voilà. Est-ce que cette liste sera révisée? Est-ce que cette liste sera révisée pour les législatives? Non, pour le moment, non. Pour le moment, non. Parce que vous voyez bien, quand vous prenez le chronogramme institué par la Constitution et puis le Code électoral, il ne peut pas avoir une révision entre l'élection du président de la République et puis les législatives. Voilà. Merci beaucoup Ibrahim Koulibaly Kouibière. Vous êtes, je le rappelle, président de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et l'élection présidentielle au Cameroun est prévue le 12 octobre prochain. La campagne a débuté ce week-end avec les rassemblements politiques des principaux opposants qui se préparent à se présenter face à Paul Biya, grand favori du scrutin. Laurent Berstécher. Rassemblés sous une pluie fine à Douala, les partisans de l'UNDP acclament leur candidat. Pour son premier meeting de campagne, l'ancien ministre du Tourisme Bello Bouba Maïgari appelle ses soutiens à voter en masse le 12 octobre prochain. Sortez massivement. Ne laissez pas d'autres décider à votre place. Allez réclamer vos cartes d'électeurs. Plusieurs partis d'opposition se sont rassemblés dimanche à Douala, à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle camerounaise. Près d'1 millier de personnes ont notamment assisté au discours de Cabral Libri, candidat du PCRN arrivé en 3e position en 2018. À 45 ans seulement, sa jeunesse représente un atout de taille pour des électeurs camerounais avides de changement. Nous voulons une nouvelle personne dans le gouvernement. Parce que depuis que moi je suis né, je ne connais qu'un seul président. Si pour une fois il faut une nouvelle, un jeune comme Cabral, c'est pourquoi moi je le soutiens. Je soutiens son initiative. Grand absent de ce début de campagne, Paul Biya se trouve actuellement en Europe pour un voyage dont les motifs exacts n'ont pas été dévoilés. Le président sortant, qui à 92 ans brigue un 8e mandat consécutif, a dévoilé samedi son clip de campagne. Une vidéo surprenante, très commentée sur les réseaux sociaux, notamment pour son recours à des images générées par l'intelligence artificielle. Après 7 jours au rythme du vélo, les championnats du monde de cyclisme sur route se sont clôturés dimanche dans la capitale rwandaise. Ces championnats étaient les premiers jamais organisés en Afrique, plus de 100 ans après la création de la compétition. On fait le bilan avec notre correspondante à Kigali, Juliette Monti. Ça y est, les mondiaux, c'est déjà terminé. Je suis au centre de convention, là où se trouvait la ligne d'arrivée. Et comme vous pouvez le voir, les infrastructures ont déjà commencé à être débarrassées. Alors, organisation millimétrée, athlètes séduits et ambiance au rendez-vous. Malgré des débuts un peu timides, le Rwanda a réussi son pari d'accueillir les premiers mondiaux jamais organisés en Afrique. Une grande fierté pour les Rwandais. Très heureux également d'avoir pu voir les plus grands coureurs mondiaux à l'œuvre. Je vous laisse écouter ses supporters. Cette semaine était tellement excitante parce que nous avons accueilli les championnats et nous sommes très fiers que le Rwanda fasse partie des pays choisis pour représenter ces championnats. C'est très symbolique puisque c'est le premier pays africain et voir comment les organisateurs se sont préparés, ils ont bien organisé tout. C'était vraiment très bien. J'ai passé une bonne semaine. Et ça a été quoi ton moment préféré? C'est comment la Canadienne a gagné et le championnat. Quant aux athlètes, une fois l'acclimatation passée, ils ont dans leur grande majorité exprimé leur agréable surprise. Après son triomphe hier, le champion du monde Tadej Pogačar a partagé ses impressions sur Kigali et l'accueil qui lui a été fait. C'était incroyable. Nous avons reçu beaucoup d'amour et de soutien. Ça a été une journée juste incroyable, une semaine incroyable, une expérience incroyable.
J'étais vraiment heureux, oui, d'avoir eu autant de soutien. Ces mondiaux constituaient une opération de communication sans précédent pour le Rwanda, avec 300 millions de spectateurs estimés à travers le monde. L'occasion de promouvoir Kigali et la modernité de ses infrastructures et de faire oublier peut-être que le Rwanda, souvent loué pour son miracle économique, demeure un pays touché par la pauvreté, en particulier dans les campagnes. Le bilan de l'organisation est positif, mais pour beaucoup de défenseurs des droits de l'homme, ce genre d'événement occulte les violations des droits humains. L'ONG Human Rights Watch parle de sport washing. Écoutez. Il y a un terme pour le décrire, effectivement, le sport washing, qui est l'utilisation des grands événements sportifs pour occulter les violations des droits de l'homme ou le bilan d'un pays en matière de droits humains. Il y a non seulement des préoccupations par rapport au bilan domestique du Rwanda en matière de droits humains, avec un espace pour l'opposition, la société civile, les médias extrêmement restreints, mais cela soulève aussi des questions par rapport au rôle du Rwanda dans l'est du Congo, à seulement quelques centaines de kilomètres des championnats, où nous avons documenté des exactions graves, de possibles crimes de guerre commis par le groupe armé M23 avec le soutien du Rwanda. Et au Rwanda, le vélo est aussi utilisé chaque jour par des milliers de personnes. Il est devenu un moyen de s'en sortir dans des zones peu motorisées où la voiture constitue un luxe inaccessible. Un Rwandais sur 5 l'utilise comme moyen de transport ou outil de travail. Reportage de Juliette Monti. Le soleil se lève à peine, mais pour ce transporteur de marchandises, la journée a déjà bien commencé. Toutes les commandes qu'on va me demander, je vais les faire. Que ce soit transporter des pommes de terre, du charbon, je vais le faire. Cette fois-ci, ce sera du charbon. Direction Ruhengeri, à 10 km d'ici. Muni d'une cargaison pouvant peser plus de 100 kg, Twizerimana Kajuga doit composer avec les dangers de la route. Il faut que je ralentisse parce qu'on arrive à l'intersection. Je vais descendre pour pousser. Sur les bras du transporteur, des cicatrices témoignent d'accidents passés. Je n'ai pas d'autre choix que de faire ça. C'est ma vie. Le maximum que je peux gagner, c'est l'équivalent d'1,20 € par jour. Mais si je trouvais un autre travail, je changerais. Car il n'y a pas d'avenir dans ce métier. Pratique qui rime souvent avec loisir, au Rwanda, le vélo est un moyen de s'en sortir. Une personne sur 5 l'utilise comme moyen de transport ou outil de travail. Une aubaine pour les mécaniciens de la région. Pierre Twizéré rafistole les montures soumises à rude épreuve par ses clients. Les réparations les plus fréquentes, c'est la transmission, la chaîne et les pneus. Là, la selle arrière était mal fixée et la roue était décalée. Il fallait revoir tout l'entretien. Cadre multicolore, selle en fourrure, chaque deux roues est une œuvre d'art. Tu as vu comment le mécanicien a réparé ma selle ? L'attente des vélos-taxis peut durer longtemps. De l'autre côté de la chaussée, la concurrence fait face. Le vélo, c'est trop fatigant. Moi, j'aimerais bien être motard, mais on se partage les clients parce que les motos, c'est cher et c'est pour les longs trajets. Loin de Kigali et de l'image projetée lors des mondiaux de cyclisme, dans les campagnes rwandaises, la petite reine reste un moyen de survie. Et on en vient à cette affaire au Sénégal. Le journaliste Madiambal Diagne, notifié d'une interdiction de sortie du territoire, a fui vers la France, une fuite qui a déclenché la colère du ministre de l'Intérieur. Madiambal Diagne, proche de Macky Sall, est cité dans une affaire de rétrocommission douteuse. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. L'affaire fait la une des quotidiens sénégalais depuis maintenant plusieurs jours. Madiambal Diagne, homme d'affaires et patron de presse sénégalais, a réussi à se rendre en France alors qu'une interdiction de sortie du territoire sénégalais lui a été notifiée. C'est Madiambal Diagne lui-même qui donne l'information à travers un tweet. Au lendemain de cette évasion spectaculaire du territoire sénégalais, le ministère de l'Intérieur a pris des mesures fermes en mettant fin aux fonctions à titre conservatoire du chef de la division des investigations criminelles ainsi que du commissariat spécial de l'aéroport international Blaise Diagne
de Dias. Le ministère de l'Intérieur a également lancé un mandat d'arrêt international contre Madiambal Diagne, cité, je rappelle, dans une affaire de rétrocommission d'une vingtaine de milliards de francs CFA. Madiambal Diagne, à travers un autre tweet, informe qu'il reviendra au Sénégal avant l'exécution de ce mandat d'arrêt international. Il faudrait noter, dans le cadre de cette affaire, sa femme et ses 2 enfants ont été arrêtés par la police. On reste au Sénégal pour parler de la 36e édition de la traversée entre Dakar et l'île de Gorée. La course s'est tenue ce dimanche et cette année, 900 nageurs y ont tenté leur chance sur ce parcours de plus de 5 km. Sophie Samaï. Des bonnets de bain colorés à perte de vue sur la plage de la Voile à Dakar. Ces centaines de nageurs s'apprêtent à prendre le départ d'une course mythique, celle qui relie la capitale sénégalaise à l'île de Gorée 5 km plus loin. 900 participants se sont donné rendez-vous pour une traversée sportive et hautement symbolique pour la région. On va vers une île pleine d'histoire et aussi ça nous permet un peu de nous rappeler de l'histoire de Gorée avec l'esclavage qui est passé par là et tout. Donc c'est vraiment au-delà de la compétition et tout, de la traversée, c'est également un moment de commémoration. Dans cette course ouverte aux professionnels comme aux amateurs depuis 1985, les participants donnent le meilleur d'eux-mêmes jusqu'au bout. Cette année, et pour la 4e fois consécutive, c'est Ousseynou Diop qui remporte le trophée. Cette traversée n'est pas facile. Elle demande beaucoup d'entraînement et de sacrifices. Nager 5 km, ce n'est pas une mince affaire. Et je m'entraînais matin et soir. Et aujourd'hui, je suis sorti vainqueur. Les organisateurs se félicitent d'un tel engouement, notamment auprès des plus jeunes, alors que le pays accueillera en 2026 les Jeux olympiques de la jeunesse. Le cinéma algérien est en deuil. L'acteur Fawzi Saichi, plus connu sous le nom de Rmimz, est décédé. Il était une figure incontournable du 7e art en Algérie. Il avait marqué plusieurs générations par ses rôles aussi bien au théâtre, à la télévision qu'au cinéma. Que la terre lui soit légère. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.